nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Philippe Lorange, un homme toujours informé, fait des lectures et vient nous en parler. Philippe, quelle est ta dernière trouvaille? Eh bien, c'est dans la même continuité que notre dernière chronique jeudi dernier. Donc, je vais parler du livre La fabrique de l'enfant transgenre, publié il y a 2 ans. Et donc, un nouveau livre sur un peu la même question, qui est de Pauline Arrigui, donc Les ravages du genre. Et donc, T'as des lectures qui te détendent, toi, la fin de semaine. Hein? Tu lis des choses légères qui te permettent là, de détendre, de déconnecter de l'actualité. Je suis content de voir ça. Excellent, oui. Et donc Pauline Arrigui est une journaliste indépendante. Elle publie aux éditions du Cerf. Son livre date de l'an dernier. Et comme les autres, il y constitue comme une référence, il fait réagir. Et donc, le livre s'ouvre notamment sur quelques faits concernant le souci d'ouverture et de tolérance de certains, je dis bien certains militants trans. Parce que comme on sait, tu en as sûrement déjà entendu parler de J.K. Rowling, donc qui est considérée comme une TERF sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une TERF? Ça veut dire une féministe radicale qui exclut les trans. Pourquoi? Parce que J.K. Rowling, notamment, s'est exprimée par le passé pour dire les femmes sont des femmes, ce sont des femmes biologiques. Et donc, elle s'est attirée à lire des militants trans, de telle sorte que sur les réseaux sociaux, son adresse a été publiée conjointement avec un mode d'emploi pour fabriquer une bombe. Ça, c'est une chose que je ne savais pas jusqu'à ce point-là. Là. Sympathique. Absolument. Il y a aussi Marguerite Stern, donc, qui est une féministe qui s'est exprimée dans les dernières années, encore une fois, sur la question trans et qui a été forcée de déménager pour fuir les violences de certains militants trans. Donc, on voit à quel point il y a quand même certains militants qui peuvent être vraiment sectaires, avoir des tactiques d'intimidation, non seulement sur les réseaux, mais également dans la vraie vie, qui sont prêts à publier une adresse, à menacer quelqu'un dans la vraie vie. Après ça, Pauline Arrigui, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne s'oppose pas au mouvement trans en soi, au fait que des adultes peuvent faire une transition, mais elle montre, par exemple, que la manière dont l'identité de genre est définie, souvent, chez les militants trans, se base souvent sur des stéréotypes sexistes. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que souvent, on va dire, mettons, mon enfant a des goûts féminins, préfère les robes, jouer à la poupée, donc c'est une fille dans un corps d'homme. Mais dans les faits, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, c'est très possible d'être parfois, par exemple, un homme qui a simplement des goûts féminins. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, moi, je ferais un parallèle. Tout simplement, il y a des hommes qui sont coiffeurs, qui sont stylistes et qui peuvent être tout à fait des hommes au même titre que celui qui est boxeur ou lutteur. Donc, c'est pas parce qu'on a des goûts féminins, par exemple, pour un homme, que nécessairement on se trouve plus proche du spectre féminin, si on veut. Donc, c'est comme si la manière dont les termes sont posés ne sont pas nécessairement les bons. Du moins, dans plusieurs cas. Et donc, ce qu'elle montre également, c'est que moi, j'ai appris quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que dans plusieurs pays dans le monde, l'homosexualité est très tabou, mais le transgenrisme l'est beaucoup moins. Elle parle notamment de la Russie, la Turquie et l'Iran. Donc, l'Iran, c'est le 2e pays au monde où il y a plus de chirurgie, d'opérations de changement de genre. Et le premier... Quoi? Absolument. Ouais. Et le premier est la Thaïlande. Pourquoi? Parce que, comme on sait... Thaïlande, je suis pas surpris. L'Iran puis la Russie, on dirait... pas la Russie, juste l'Iran. L'Iran. Mais l'Iran comme deuxième pays. Saut, absolument, parce que, comme on sait, c'est un pays ultra-conservateur, dirigé par des imams de l'islam chiite très conservateurs qui veulent obliger le voile islamique. Pourquoi? Parce que en Iran, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a un imam qui dit que l'homosexualité est contre nature, évidemment, mais il explique que le fait de changer de genre serait conforme aux lois coraniques. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est comme si l'homosexualité est vue comme quelque chose de complètement tabou. On peut pas penser qu'un homme peut s'aimer un homme, une femme peut s'aimer une femme. Mais si on change de genre, c'est comme si on devenait hétérosexuel. C'est-à-dire que si l'homme homosexuel devient une femme, c'est comme s'il devenait quelqu'un de normal, du moins pour ces sociétés-là très conservatrices. Donc la transidentité est beaucoup mieux acceptée dans la plupart des pays qui connaissent une homophobie tout à fait répandue. Et donc, elle dit que c'est comme si, du moins dans ces pays-là, le fait de faire une transition serait une manière de fuir son homosexualité pour être davantage accepté dans la société. Donc ça, c'est une première chose.
Une autre chose, quand on parle plus des pays occidentaux comme tels, elle parle notamment quand on regarde les statistiques comme telles, non seulement chez les mineurs, mais chez les jeunes adultes, il y a un grand nombre, une grande proportion de jeunes qui font une transition, qui ont eu un passé notamment de violence sexuelle ou qui ont vu leur mère être victime de violence conjugale, que ce soit la violence verbale ou la violence physique. Okay. Et c'est comme si ce qu'elle explique, c'est que inconsciemment, les personnes, ces personnes-là, du moins, qui font une transition, c'est comme si leur but de rejeter leur corps, on le voit notamment, justement, je voulais dire qu'il y a une grande proportion depuis plusieurs années de gens qui font une transition qui sont des femmes. Donc, il y a comme un rejet du corps féminin qui est associé à un corps qui peut être l'objet d'agression, de violence. Donc, inconsciemment, c'est comme s'il y en a plusieurs parmi les jeunes filles qui font une transition qui se disent « je vais rejeter mon corps féminin pour éviter de revivre à nouveau une agression ou de vivre ce qu'a vécu ma mère. Okay. » Donc, il y a un rejet du corps féminin et elle fait carrément un parallèle avec l'anorexie. Donc, on sait que l'anorexie fait en sorte qu'on voit beaucoup moins les formes féminines. Donc, l'anorexie est également une réponse, comme elle dit, c'est une réponse somatique à un refus de devenir femme. Et elle fait le parallèle, du moins avec certaines patientes qui font justement la transition pour devenir homme. Donc, on apprend toutes sortes de choses extrêmement intéressantes de ce genre-là. Et notamment, comme on sait, la pornographie a explosé dans les 20 dernières années. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars partout dans le monde. Et dans la pornographie, il y a beaucoup comme on sait, de scènes de violence. Il y a une banalisation d'actes humiliants. Comme on sait. Donc, c'est comme si, encore une fois, ça aggrave la haine du corps chez les adolescents, du moins selon l'auteur. Donc, voyant des scènes qui sont banalisées de telle sorte, et comme on sait, la pornographie est très répandue, c'est comme si, encore une fois, on rejette le corps féminin qui est associé à un acte, c'est-à-dire à un personnage soumis qui doit subir beaucoup de choses humiliantes. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais là, premièrement, les statistiques en Iran, je t'avoue, je suis sur le cul. Littéralement, j'ai jamais entendu parler de ça. Je vais immédiatement aller me renseigner après l'émission parce que je t'avoue que ça me semble absolument cinglé. J'ai l'impression que n'importe qui essaie de faire une transition en Iran se fait exécuter. Là. C'était vraiment comme le sentiment que j'avais par rapport à tout ça. Bon, à voir, je vais aller regarder tout ça. Moi, puis tu vois, Philippe, je suis content de t'interpeller là-dessus parce que moi, je vais être le premier à dénoncer le fait qu'il y a des menaces, qu'il y a de la violence, qu'il y a de l'extrémisme dans n'importe quelle idéologie. Là, genre, je pense que surtout quand ça concerne l'identité de genre, quand ça concerne les militants trans, faut que tout le monde se calme les nerfs, se calme le pompon. Un changement de société, on a tellement progressé au niveau des droits des minorités sexuelles, de la découverte de ces minorités sexuelles, qui ont souvent existé depuis longtemps, mais qui étaient refoulées, ostracisées, tabous dans notre société, puis qui se révèlent depuis 10-20 ans. C'est fantastique le progrès qui a été fait en un si court laps de temps dans l'histoire humaine. Moi, j'ai goût de dire à ces militants qui souvent veulent encore plus de changements, puis on y va avec une radicalité qui est pas saine, je crois. Juste, calmez-vous, c'est normal que la société ne bouge pas aussi vite que vous le voulez. C'est normal qu'il y ait des discussions, c'est normal qu'il y ait des remises en question. Tout ça, c'est normal, ça fait partie d'un processus sain et démocratique dans une société. De un. Mais moi, de deux, j'ai de la misère après ça parce que oui, il y a des débordements, oui, il y a du monde là, qui vont dire des énormités sur le genre, il y a des gens qui vont aller dans des extrêmes, là, puis d'invisibiliser tous les pronoms, puis après... moi aussi, je trouve que il y a des débordements, mais je trouve qu'on réagit trop à ces affaires-là. Je trouve qu'il y a tellement d'encre, il y a tellement de salive, il y a tellement d'énergie puis de temps qui se dépense à comme décrier cette méchante idéologie quand, pour moi, de toutes les idéologies extrémistes qui existent dans la société, c'est peut-être la moins pire. Je veux dire, il y a moi, je regarde des groupes extrémistes, puis j'étudie des questions où tu as des gens, là, je veux dire, le mouvement des camionneurs qu'il y a eu à Ottawa, un des leaders, c'est un soldat d'Odin. Un membre Pat King, c'est un membre en règle des soldats d'Odin qui a une idéologie raciste, extrémiste, de suprématie blanche. Leur but, c'est le moins de monde possible, sauf les Blancs, peuvent être dans notre société. Oui. Puis là, tu as une idéologie qui dit, du côté des trans, par exemple, c'est n'importe qui peut se sentir comme ils veulent, accepter tout le monde, s'il vous plaît. Peut-être avec parfois beaucoup trop de force, avec beaucoup trop de termes extrêmes, puis ils vont, là, après ça, faire des menaces, de la violence, ça n'a pas sa place. Mais mettons, entre les deux, moi, je le grade comme avant-dernier, peut-être, là, dans les idéologies qui me dérangent le moins. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise à comme décrier ça comme un danger public pour la société, quand pour moi, c'est comme... OK. Je comprends. Mais l'affaire, c'est que, tu
Tu sais, j'ai envie de dire, on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Donc, on peut à la fois dénoncer, comme tu dis, justement, les fameux soldats d'Odin. Je sais pas s'ils existent encore, d'ailleurs. Oui. Donc, on peut dénoncer, justement, un nationalisme, justement, extrémiste, suprémaciste blanc, qui n'a évidemment pas sa place du tout, qui peut être violent, qui peut mener des actions qui n'ont vraiment pas leur place en société. Et à la fois, voir qu'il y a quand même certains problèmes. Parce que, comme tu dis, bon, justement, l'idée de départ, c'est d'inclure, de tolérer, d'être ouvert. Mais en même temps, c'est que, justement, comme j'en avais déjà parlé ici, mais déjà on apprend encore plus de choses là-dessus, c'est que comme on sait, une transition, c'est notamment des hormones, c'est les bloqueurs de puberté et c'est notamment, ça peut aussi mener aux chirurgies. Et l'affaire, c'est que toute cette procédure peut être irréversible. Comme j'en avais déjà parlé ici, il suffit de moins d'1 an pour, par exemple, une jeune fille qui veut devenir un homme. Il suffit de moins d'1 an pour que les conséquences soient irrémédiables. Et là, on n'a même pas encore parlé de chirurgie comme telle. On parle juste des bloqueurs de puberté. Donc, les bloqueurs de puberté, avec ça, par exemple, une jeune fille, en fait, ce qu'on apprend aussi, c'est que, justement, ça atteint pas juste la féminité ou la masculinité, mais l'ensemble du corps comme tel. Parce que, par exemple, un jeune qui entre dans la puberté, eh bien, c'est tout son corps, en fait, qui est en croissance, ses organes, son squelette. Et donc, les bloqueurs de puberté vont notamment ralentir la croissance du squelette. On parle notamment aussi des effets sur le cerveau, des risques importants d'hypertension, de douleurs dorsales, musculaires, puis un risque accru de dépression, prise de poids, une baisse de la libido, une atteinte à la masse osseuse, une altération de la mémoire. Il y a beaucoup d'effets négatifs qui peuvent survenir là-dessus. On est super d'accord, puis je pense pas que c'est une décision qui est à prendre à la légère. Non, pas du tout. Mais je pense pas. Moi, je suis d'accord qu'il y a une discussion de société à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait limiter, 18 ans, 16 ans. En bas de ça, je trouve que c'est très, très jeune. Il y a moyen là, de discuter de tout ça, d'asseoir le monde, d'avoir un débat de société. Mais reste quand même quelque chose que le monde va faire volontairement. Je veux dire, c'est des gens qui font ça de manière consentante. Après ça, qui on est pour en interférer, tu sais, je veux dire, moi, j'empêche pas le monde d'aller au salon de bronzage, même si je sais que ça va leur donner le cancer de la peau, tu sais. J'empêche pas le monde d'aller se faire tatouer à la langue, se faire mettre des petits joyaux sur les dents, même si je trouve que c'est laid, s'il vous plaît. Tu sais, puis des fois, là, tu te fais tatouer, il y a du monde qui se font tatouer le blanc des yeux, là, je dis n'importe quoi. Mais ça aussi, c'est irréversible, c'est niaiseux. Je vais pas aller empêcher ces gens-là de faire ça. C'est comme, pour moi, après ça, si c'est du monde qui décide de le faire, oui, ça peut être irréversible. Mais justement, c'est que comme tu dis, il faut mettre des balises. T'sais, justement, moi, quelqu'un qui est rendu adulte, mature, qui fait faire ce genre de choses-là, ben c'est comme tu dis, c'est des adultes responsables. On n'a rien à dire là-dessus. Ouais. C'est eux qui décident. Mais après, c'est vraiment la question des mineurs, mais même aussi, je dirais, des jeunes adultes. L'auteur en parle notamment. Et l'affaire, c'est que là, j'ai fait quelques recherches concernant qu'est-ce qui se passe au Québec. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il manque quand même pas mal de chiffres. Puis là, je me base sur une conférence qui a été publiée, qui a été donnée en février dernier par le docteur Nicolas Chady. Et donc, qui est-il? C'est celui, notamment, qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, il y a une clinique de transition de genre à Montréal qui, donc, est à l'hôpital Sainte-Justine. Et comme on sait, l'hôpital Sainte-Justine, c'est de la pédiatrie, donc c'est les mineurs. Okay. Donc, cette clinique-là, à l'époque, en 2016, on parlait qu'il y avait environ moins de 5 patients par mois. Alors qu'en février dernier, le docteur Nicolas Chady a dit dans sa conférence qu'il était mené à 30 nouveaux patients par mois. Donc, c'est vraiment une explosion des nouveaux cas. Et donc, dans sa conférence qui est intitulée « Caractéristiques cliniques et sociodémographiques des enfants, adolescents et jeunes adultes transgenres et non-binaires au Québec », le docteur, donc, lui, est en faveur des transitions. Il travaille pour ça carrément. Il nous dit carrément que parmi les patients qu'il reçoit, donc c'est des mineurs, 20% ont été blessés physiquement par un membre de la famille, 44% ont été violentés sexuellement, 25% ont été victimes de cyberintimidation, l'état de santé mentale est mauvais chez 78% des patients, l'automutilation dans les 12 derniers mois, c'est 57%, les idées suicidaires dans les 12 derniers mois, 55%. Et c'est ça qu'expliquait, c'est là que je vais revenir un petit peu à ce que disait l'auteur Pauline Arrigui, c'est que elle montrait, c'est une étude de Stanford en 2020, qui montrait qu'il n'y a pas de différence avant et après la transition pour les taux de dépression et de suicide. Parce que souvent, c'est un argument qui est donné par ceux qui sont très en faveur de la transition. C'est de dire, par exemple, préférez-vous un garçon mort ou une fille vivante? Pour dire, autrement dit, faites la transition, sinon votre enfant va se suicider ou sa dépression va s'aggraver. Ouais. Mais l'affaire, c'est que l'étude de Stanford de 2020 montre qu'il n'y a pas de différence avant et après la transition pour les taux de dépression et de suicide. Alors pourquoi on s'imagine qu'il y a un changement? Parce que, juste après la transition, il y a un moment d'euphorie. C'est ça qu'explique l'auteur. Donc on vient de faire une transition, il y a plusieurs qui sont contents, qui se disent « Waouh, ça apporte enfin une solution à mon ressenti, à ce que je vivais ».
mais après un certain temps, les mêmes problèmes reviennent. Du moins, quand on regarde les statistiques, les mêmes problèmes reviennent. Et d'ailleurs, les taux de dépression et de suicide sont les mêmes que chez d'autres troubles psychiques, comme dépression, anxiété, toutes sortes de problèmes comme ça. Donc, c'est les mêmes taux de dépression et d'anxiété sont les mêmes que chez d'autres troubles psychiques. Donc, l'une des hypothèses de Pauline Arrighi, c'est que finalement, chez plusieurs patients, notamment mineurs, jeunes adultes, le problème n'était pas nécessairement une dysphorie de genre, mais d'autres problèmes qu'on a confondus avec la dysphorie de genre. Elle parle notamment des TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Donc peut-être c'est des gens qui avaient un problème de TOC et qui l'ont associé à la dysphorie de genre. Donc on voit très bien qu'il y a comme une confusion qui se fait. Et comme je disais le jeudi dernier, c'est parce qu'il y a comme un avantage financier pour l'industrie pharmaceutique. Je lisais notamment la semaine passée, je parlais du fait que les bloqueurs de puberté, ça peut monter jusqu'à 9500 US. Ouais, c'est très cher. Il y a l'avantage indu, si tu permets, de l'industrie de venir faire du marketing autour de ça. C'est normal, puis tu sais, avec ce que tu expliques, je pense que c'est d'autant plus important, là, surtout si le docteur explique ces choses-là lui-même, là, qui travaille là-dedans. Ça, c'est important de s'assurer qu'il est dans ces cliniques-là, puis dans le reste, sans être en mode je te décourage, mais d'expliquer aussi ces impacts négatifs-là qui, parfois, ne s'en vont pas avec le reste. Ça reste qu'une transition, surtout si tu y vas là, sans hormones, au niveau purement chirurgical, une dépression, c'est une maladie mentale. Ça affecte le cerveau. C'est pas ça que tu t'en vas opérer. Oui, tu vas être capable de changer certaines choses. Puis peut-être que c'est ça la solution à tes problèmes. Peut-être. Je suis pas dans la peau de ces gens-là. Mais c'est sûr que c'est important, je pense, pour les médecins, pour les gens qui opèrent dans le milieu, de bien le dire. Là. Ça se peut que ça soit pas la panacée. Ça se peut que vous regrettiez. Voici certains autres témoignages. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui le sont vraiment pas. Soyez avertis. C'est important. Absolument. Mais d'ailleurs, dans le cas québécois, l'un des problèmes, c'est que malheureusement, il n'y a pas nécessairement toujours la rigueur qui est suivie. Et moi, j'ai reçu des informations, notamment de sexologues, psychologues, qui montrent que, par exemple, si on va sur le site lesexologue.ca, donc qui montre une clinique de gens qui encouragent des jeunes à faire une transition, eh bien, on explique sur ce site-là, donc c'est une clinique privée, que les séances sont de 50 minutes, un coût de 115 à 120 $ selon le sexologue. Et on se dit qu'il faut seulement une lettre pour notamment commencer l'hormonothérapie. Donc, ils disent généralement une séance est suffisante, parfois 2 selon votre situation. Donc, seulement 1 à 2 séances pour commencer l'hormonothérapie. Donc, pour commencer, par exemple, la testostérone ou l'estrogène. Par exemple, pour la réduction de la poitrine, on parle encore une fois de simplement une lettre est nécessaire. Encore une fois, on parle pour les chirurgies génitales comme telles, on dit seulement 1 à 2 séances pour commencer à avoir la recommandation. Alors, on voit qu'il y a comme peut-être un manque de rigueur, du moins chez certains cliniciens, qui vont tout de suite donner seulement une lettre de recommandation après seulement 1 ou 2 séances. Et comme on sait, les conséquences sont irréversibles. Parfois, on peut commencer une détransition, mais ce sera jamais parfait comme tel. Et comme on sait, pour revenir un peu au docteur Nicolas Chady, donc de l'hôpital Sainte-Justine, il montrait notamment que dans une étude sur 279 jeunes qu'il a étudié de 2016 à 2021, donc il montrait que chez les jeunes filles, il y en a 64% qui portent des binders. Donc, les binders, c'est les camisoles de compression. Et il y a un inconfort qui est rapporté par beaucoup d'entre elles. Les binders peuvent bloquer la respiration et même fracturer des côtes. Concernant l'ablation des seins, donc la mastectomie comme telle, il y en aurait près de 6% qui ont fait une chirurgie d'ablation des seins. 24% étaient en démarche pour l'obtenir et 40% exprimaient leur intérêt. Et donc, pour le 30% restant, c'est simplement pas précisé à leur dossier comme tel. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de... Puis je comprends, tu fais des grosses énumérations de tous les désagréments qui peuvent venir. Là. Il y en a avec... Là, je veux pas minimiser, mais il y en a avec toutes les procédures médicales que quelqu'un peut recevoir, règle générale. Là. Il y en a une liste longue comme le bras de ce qui peut se passer en termes d'effets secondaires et d'effets négatifs. Reste que là, moi, le nerf de la guerre là-dedans, est-ce que ces gens-là, c'est du monde qui sont mineurs ou ils ont 18 ans? C'est juste... Moi, tu vois, c'est juste l'hôpital Sainte-Justine, c'est vraiment des mineurs comme tels. Après ça, reste à voir, parce que, tu le dis, manque de statistiques. Moi, j'ai hâte de voir, c'est combien de ces gens-là, combien il y a de jeunes, combien il y a de mineurs qui font véritablement une transition. Je rappelle, pour les derniers chiffres que j'ai regardés du ministère de la Santé, il n'y en avait pas. Fait que, est-ce que c'est un suivi pour jusqu'en 2018, jusqu'à avoir 18 ans? Est-ce que c'est des trucs préparatoires? On manque, je trouve, de statistiques là-dessus. J'aimerais avoir des meilleures données. Parce qu'après ça, c'est tout ce que tu viens de nommer. Quelqu'un de 18 ans choisit ça.
c'est son problème. Absolument. Mais l'hôpital Sainte-Justine, c'est ça, c'est vraiment des mineurs comme tels. Donc, on parle vraiment d'adolescents. Est-ce qu'on sait combien on fait ça? Tu sais, c'est ça, moi, mon problème en ce moment, c'est qu'on en... Oui, certes, on peut lire tous les effets négatifs qui peuvent survenir. Combien là-dedans ont véritablement fait le saut? Il y en a combien? Ah oui, c'est vraiment sûr, ça. C'est vraiment ça, moi, je pense, le nerf de la guerre. Puis, tu sais, continuons à fouiller le dossier. Si tu es capable, Philippe, d'avoir des véritables données, je pense qu'on pourrait avoir un meilleur portrait de la situation. Mais ça, c'est vraiment des véritables données. Ouais, mais c'est ça, je dis pas qu'ils sont pas véritables. Ce que je dis, c'est on sait pas. On nomme beaucoup de choses, puis on parle de patients qui viennent suivre. Il y en a combien qui ont fait le saut? Il y en a combien qui ont pu se faire véritablement opérer au Québec? Comme je dis, là, c'est en 2024, lui dit ça. Les chiffres 2023 avant, il y en a 0. Je veux juste qu'on soit clair, il y en a 0. Après ça, il y en a-tu dans la dernière année? Peut-être. J'aimerais le savoir. Ça fait qu'après ça, on pourra mieux, on pourra mieux débattre là, pas débattre, mais dans son étude de 2016 à 2021, il montre que 46% donc des 279 jeunes qu'il a étudiés ont reçu des bloqueurs de puberté et que les bloqueurs sont prescrits vers 15 ans déjà. Donc il l'a dit en conférence, donc il l'a dit en février dernier. Aujourd'hui, on commence plus tôt, donc plus tôt que 15 ans comme tel. Et comme je disais, puisque les bloqueurs de puberté, c'est vraiment, comme je disais, altération de la mémoire et même altération du contrôle des émotions. On parle même d'une baisse du quotient intellectuel. Puis d'ailleurs, concernant les chirurgies comme telles, l'ablation des ovaires peut causer une ménopause précoce. Il y a une augmentation importante des probabilités d'une démence précoce également. C'est pas sans dire. On se comprend. Oui, mais tu vois, pour les bloqueurs de puberté, ça c'est d'autres statistiques. Je trouve que ça commence quand même très tôt chez les adolescents au Québec. Ouais, et je pense qu'il devrait y avoir des balises plus claires. Et comme tu dis, il faudrait qu'on ait des chiffres plus étendus. C'est pas normal qu'on ait des statistiques qui soient assez limitées sur les mineurs, qui soient juste réservées à d'autres catégories. Je pense que sur un enjeu comme celui-là, il faut savoir quelle est l'ampleur de la situation au Québec, à quel point c'est répandu, à quel point il y a une rigueur ou pas. Il faut vraiment avoir des chiffres beaucoup plus précis. Je pense que c'est vraiment important. On n'en a pas, effectivement, là, assez précis pour l'instant. Là, tu vois, là, moi, je parlais vraiment des chirurgies qu'il n'y en avait pas. Là, pour ce qui est de la question des bloqueurs de puberté, c'est une autre question. Là. Ça, j'aimerais beaucoup avoir les statistiques autour de tout ça. Toujours intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée.